Je vous remercie. Donc, l'actualité, vous le savez, c'est le placement aujourd'hui même de notre département en vigilance rouge canicule. Bon, bien évidemment, je renouvelle les appels qui ont été lancés par toutes les autorités pour être extrêmement prudent dans cette période, s'hydrater, réguler sa température, prendre des nouvelles de ses proches les plus fragiles. Je voulais vous dire que tous nos services sont mobilisés d'abord évidemment pour être aux côtés précisément des plus fragiles dans le département. On a d'ailleurs nous-mêmes adapté notre service et l'organisation du travail de nos agents, notamment pour ceux qui sont exposés, et je pense à ceux qui entretiennent le réseau routier pour lequel des aménagements horaires ont été mis en place. On n'a pas pris de mesures générales, mais dans chaque service, on a évidemment demandé à ce qu'il y ait des mesures d'adaptation qui soient prises en fonction du degré de sensibilité à cet événement caniculaire tout à fait inédit, exceptionnel. Et donc, bon, vous le savez, le plan bleu a été déclenché dans les EHPAD, qui sont d'ailleurs équipés toute une salle qui permet de se remettre à température. J'ai demandé d'ailleurs à ce que s'il y a des difficultés, elles nous soient très directement signalées à l'ensemble de nos services. Et on traitera au cas par cas les situations. Dans les collèges, je rappelle que la fermeture des collèges ou les conditions de l'ouverture des collèges relèvent de la décision de l'Éducation nationale. Bien sûr, nous en sommes étroitement associés ou informés ou associés d'ailleurs. Je dis bien informés ou associés, et vous verrez pourquoi je dis cela. Notamment pour tout ce qui concerne la restauration scolaire. Pour ce qui nous concerne, nous avons maintenu la restauration scolaire et nous la maintiendrons jusqu'au terme de l'année scolaire, c'est-à-dire d'ici 15 jours. Évidemment, il faut que chacun soit responsable et qu'il nous prévienne si les enfants ne viennent pas conformément aux recommandations qui ont été formulées par les services de l'État. Donc, nous, on souhaite que les opérations soient traitées au cas par cas. On a une situation évidemment particulière à Champollion, par exemple, au collège Champollion. Vous savez que c'est un collège qui avait été victime d'un incendie. Monsieur Hamid El Assouni, nous avons pris l'engagement que ce collège, rouvrirait et soit reconstruit pour la fin de l'année. Il le sera. Bon, évidemment, là, nous avons dû avoir recours à des équipements modulaires qui sont pas adaptés aux fortes chaleurs. Et donc là, du côté de la principale, ils ont été amenés à prendre des mesures. J'ai appris ce matin, je dois dire que je vais demander des explications plus avant au DAZEN, au directeur de l'éducation nationale académique, puisque le collège de Son-Bernon, je crois, restera ouvert pour les enfants qui le souhaitent et juste les cours de troisième assurés. Donc j'ai appris ça ce matin. On va faire le point sur ce qui se passe à Son-Bernon. Bon, vous avez vu les recommandations. Il est conseillé aux familles de ne pas laisser leurs enfants l'après-midi. Voilà, ce sont les recommandations qui ont été faites par les services de l'État et par le gouvernement. Pour nous, on continuera de rester accueillants pour nos enfants qui le nécessitent. Et s'il y a des besoins particuliers, j'ai demandé à ce qu'on nous les fasse remonter. Voilà, donc toutes les mesures de notre engagement et aux côtés des plus fragiles est plein et entier. Je remercie tous nos agents. Notre engagement est plein et entier. Et donc une adaptation aux besoins qui se font ressentir ici ou là. On est très à l'écoute, et donc à la fois de demandes qui pourraient être formulées par nos EHPAD, comme de nos services, qui pourraient émaner de nos services. Je remercie d'ailleurs l'équipe de direction qui est derrière moi, qui s'est engagée pleinement à ce qu'on puisse faire coïncider, qu'on continue de travailler, de vivre dans ces conditions, mais que le fasse de manière adaptée face à une canicule qui est tout à fait exceptionnelle et dont nul n'ignore aujourd'hui les risques, puisqu'on a connu 2003. Enfin, on ne part pas... une canicule qui avait été d'ampleur exceptionnelle. Donc j'appelle chacun à la vigilance, et puis surtout que chacun prenne soin de ses aînés et des personnes les plus fragiles. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous trouverez sur votre table aussi un supplément
du bien public. Vous savez que, suite à l'enquête que nous avions faite, j'avais été, comme vous tous, interpellé par un chiffre qui était celui de voir que plus de 80% de nos enfants, de nos jeunes, croient dans ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux. Et donc il y a une vraie nécessité vraiment de développer l'esprit critique de nos jeunes. Et je remercie le bien public, les journalistes, puisque 200 jeunes ont participé à l'élaboration de l'information, la recherche du vrai, l'esprit critique, la confrontation aussi avec le réel. Et donc, vraiment, je remercie de cette coopération. Je souhaite qu'elle, d'ailleurs, elle se poursuive. J'en ai parlé avec la présidente Catherine Louis, qui gère avec Mohamed Antar le conseil départemental jeunes. Et donc, j'ai souhaité à ce qu'on puisse poursuivre ce travail. De ce point de vue, je vous le dis, j'ai apprécié que le Premier ministre annonce que pour la rentrée, alors je ne sais pas comment les conditions pratiques vont être faites pour l'assurer, mais il faut que ce soit assuré, annonce qu'il y aura 1 heure d'enseignement sur l'IA pour les jeunes, et ça c'est une très bonne chose, pour les jeunes à partir de la seconde, je crois. C'est pour les lycées. Oui, mais je m'en réjouis, parce que franchement, il faut même très tôt les informer des risques et des opportunités. Si on veut demain permettre à nos jeunes de rentrer de plein pied dans ce monde qui est compliqué, hein. Vous avez vu, avec des fake news, avec la manipulation d'opinion, les risques de sécurité qu'on peut lire chaque jour dans les supports d'information sur les réseaux sociaux. En même temps, nous sommes dans ce monde-là. Donc il faut vraiment qu'on forme, on informe les jeunes et qu'on les sensibilise et qu'on développe chez eux l'esprit critique. Je pense même qu'il faudrait démarrer l'apprentissage beaucoup plus tôt, parce que l'interdiction, vous savez, c'est comme la prohibition. Hein. Ça n'exclut pas qu'en dehors d'espace, les jeunes se saisissent de portables, même s'ils ont moins de 15 ans ou de moins de 16 ans. Donc il faut surtout les éduquer, les informer, les former dans ce monde dans lequel nous sommes rentrés. Voilà ce que je voulais simplement vous dire au préalable. Juste quelques mots sur la session, mes chers collègues. Bon, elle est traditionnellement consacrée à l'examen du budget supplémentaire, vous le savez. Et cette année, on aura probablement l'un des budgets, enfin on aura assurément, pas probablement, on a assurément l'un des budgets les plus faibles de l'histoire de notre département, budget supplémentaire l'un des plus faibles, puisqu'il ne porte que sur 3,7 millions de crédits nouveaux, sur un volume de 568 millions d'euros de dépenses, soit une variation de dépenses de 0,65%. Ça veut dire le niveau de précision aussi que nous avons mis à l'élaboration du budget primitif. Et je remercie les services. J'avais d'ailleurs annoncé, dès le vote du budget primitif, vous vous en souvenez, que nous avions pour objectif de tenir notre budget, tenir le budget, c'est notre objectif, et donc de maîtriser la dépense, et les chiffres en portent le témoignage. Alors, on aura un rendez-vous avec l'ADM au mois de novembre. Au mois de novembre, je l'annonce dès maintenant, la décision modificative ne portera que sur les allocations individuelles de solidarité, c'est-à-dire que l'ajustement des chiffres qui évoluent, on le voit bien sur le RSA. Le RSA continue d'augmenter, donc rendez-vous au mois de novembre, mais il n'y a qu'à ce moment-là, en tout cas l'essentiel de nos dépenses pilotables continuera d'être maîtrisé et devra tenir, je le répète, devra tenir dans les purs budgétaires du budget primitif. Et je vais vous le dire, hein, le pilotage au plus précis de notre budget, c'est pas un affichage, c'est une nécessité absolue dans le contexte global que nous traversons, avec pour toile de fond une explosion de la dépense sociale et des ressources en baisse. Je pointe du doigt personne en disant explosion de la dépense sociale. Je dis simplement que notre système n'est plus soutenable. À cela s'ajoute aussi, vous l'avez vu, le contexte international et ses conséquences. Le détroit d'Ormuz, bon, vous voyez, un jour il ouvre, un jour il referme. Enfin, on est dans une situation de complexité et d'une dangerosité inégalée, et évidemment qui se traduit avec des coûts énergétiques notamment. Rien que pour le département de la Côte d'Or, avec la crise qui s'est déployée, c'est 300 000 euros supplémentaires de carburant que nous avons dû acquitter. 300 000 euros pour assurer nos missions. En ce moment, il y a du fauchage. Voilà, on a un parc électrique qui a beaucoup augmenté.
et on est tout à fait dans les normes souhaitées par le gouvernement. Mais en même temps, un camion, ben voilà, vous avez vu que les camions à hydrogène, l'expérience dijonnaise, enfin métropolitaine, hein, a montré que toutes les limites du camion à hydrogène. Donc un camion, ça utilise du carburant. Et puis à tous les dérivés, hein, notamment les enrobés sur la route, qui ont pris aussi une inflation. Et donc on est face à une inflation qui est liée pour l'essentiel à des coûts énergétiques. Donc évidemment, si on veut continuer toute nos missions, et nous le souhaitons, bah, il faut rechercher les voies de l'efficience. L'État lui-même est partiellement conscient de nos difficultés, mais il est confronté à une dette abyssale de 3 300 milliards. Et vous savez, on entend toujours la même musique, hein. C'est que pour résorber la dette, il faudrait venir chercher dans les collectivités locales. Moi, je dis à l'État que si je gérais aussi bien l'État que les collectivités locales, eh ben, on n'aurait pas 3 300 milliards de dettes aujourd'hui. Parce que pour ce qui nous concerne, on est obligé de présenter des budgets en équilibre. Et si on présentait des budgets en équilibre, au niveau de l'État, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, alors, la situation est complexe, je l'ai dit. Hein. Nous avons des ressources qui sont flat. On a eu une amélioration des droits de mutation. Mais j'insiste sur un point, c'est qu'il y a une corrélation extrêmement étroite entre les taux d'intérêt. Ils ont pris de 25 points de base, c'est-à-dire 0,25% d'intérêt en plus. Donc chaque fois que vous augmentez les taux d'intérêt, ben vous baissez le nombre de transactions immobilières. C'est mécanique. Et donc je m'attends à l'automne à une baisse des ressources. En tout cas, on a obtenu, le gouvernement, après une longue bataille, on a obtenu un fonds de sauvegarde de 600 millions d'euros, à hauteur de 600 millions d'euros, et nous avons, pour ce qui nous concerne, bénéficié du fonds de sauvegarde. Un fonds de sauvegarde, ça porte son nom, hein, c'est pour de la sauvegarde. Donc c'est du one-shot, hein, c'est une fois. Donc 6,9 millions, c'est une bouffée d'oxygène, on est loin de compenser, je vous le disais, l'explosion de nos dépenses sociales. D'ailleurs, vous regarderez le compte financier unique, vous savez ce qu'on appelle maintenant le compte financier unique, c'est un peu le bilan, c'est ce qu'on appelle le compte administratif et compte de gestion qui ont fusionné. Et les chiffres sont implacables. Hein. Nos dépenses d'action sociale ont augmenté de plus de 30 millions en 2 ans. 30 millions en 2 ans. Et pour l'essentiel, 26 millions, pour être très précis, sont des dépenses qui nous ont été imposées par l'État et qui ne sont compensées même pas par moitié. Alors, je vous laisse faire le calcul. Hein. On est loin, même avec 6,9 millions de fonds de sauvegarde, on a une charge nette qui a considérablement augmenté. Et je l'ai dit, hein, je le redis, il faut que l'État arrête de charger la barque de la dépense pour consolider notre modèle social, qui est aujourd'hui à bout de souffle et qui, je le dis, est aujourd'hui menacé, ou à terme sera menacé. Et si on veut le sauvegarder, et sauvegarder l'essentiel, il faut vraiment revisiter notre modèle social. Et d'ailleurs, je voudrais mettre tout de suite un terme à une petite musique selon laquelle les départements de France que je préside se seraient opposés, je dis bien, à la revalorisation salariale et à la hausse des indemnités kilométriques des services d'aide à domicile. La vérité n'est pas du tout celle-là. Ce que nous n'acceptons pas, tous les départements de France, de droite comme de gauche, centre indépendant, tous à l'unanimité, nous avons décidé de dire que nous n'accepterons plus aucune dépense nouvelle qui ne soit pas financée. Plus aucune dépense nouvelle qui ne soit pas financée et compensée. Voilà, les choses sont claires. On ne peut pas décider à Paris et puis nous laisser la charge. Je rappelle là que pour cette petite affaire, c'est pas rien. C'est 44 millions d'euros, ça veut dire c'est encore 400 000 euros à la charge du département. Et à un moment donné, stop. Donc je le dis, la position est très claire. D'ailleurs, je le dis à M. Avena, parce que je vois bien ce que vous véhiculez. C'est faux. D'ailleurs, le groupe de gauche a voté en COMEX à l'unanimité avec nous. C'est-à-dire toute DF, puisque moi je ne préside pas de groupe de droite ou de gauche, je suis président de DF. Et c'est une association pluraliste. Et c'était voté à l'unanimité. Donc il faut éviter de véhiculer de fausses informations. La politique mérite mieux de la fausse information ou que de la désinformation.
Donc voilà, les choses sont claires, et s'agissant aussi des nouvelles que nous avons eues, je vous le disais en parlant des ressources, on a eu quand même un nouveau gel qui vient d'arriver, décidé de l'État, et du coup pour nous, c'était un gel de la suppression de la DSID, vous savez, la dotation d'investissement des départements, supprimée d'un trait de plume. Donc ça veut dire que l'an dernier, on avait un coup de pouce de 2 millions d'euros pour des investissements, plus rien. Le fonds vert amputé également. Donc, dans ce contexte, je vous le dis, on n'a pas d'autre choix que de maîtriser nos dépenses. Et d'ailleurs, on fait comme les Côtes d'Orient. Hein. Ben, on a moins d'argent, on doit faire mieux avec ce que nous avons. Et je rappelle qu'on a fait quand même déjà beaucoup d'économies. L'an dernier, on a fait 10 millions d'euros et on va poursuivre. Il faut qu'on fasse des économies. Ça ne veut pas dire faire moins, je le redis, ça veut dire faire mieux et rechercher à ce que les euros dépensés aillent bien à ceux à qui c'est destiné. Et ça, c'est une exigence que nous avons. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut maîtriser la dépense, non seulement pour faire face, mais c'est qu'il faut qu'on continue à investir. Parce que c'est vital pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir du département. En tout cas, c'est notre choix. Certains ont fait le choix de laisser filer les dépenses de fonctionnement et taille dans l'investissement. Vous avez vu ce qui se passe. Vous avez vu ce qui se passe dans certains départements. Aujourd'hui, ils sont littéralement en faillite. Et ça se traduit, quand on est en faillite, par des coupes sombres et directes dans des missions que nous assumons. J'ai vu en Gironde, ils ont 135 millions d'euros à trouver sur un budget, je ne sais pas si vous imaginez, 135 millions. Hein. Ils viennent de supprimer purement et simplement l'agence de développement touristique, Gironde Tourisme. Imaginez ça dans notre département. En tout cas, au contraire, j'ai décidé de vous proposer que dans ce budget supplémentaire, on puisse avancer le plan d'investissement. D'ailleurs, on a des autorisations de programme et on va consacrer 10 millions d'euros au budget supplémentaire. Je vous l'ai dit, on a fait 10 millions d'euros d'économies. On va faire 10 millions d'euros d'investissement supplémentaire. Le campus territorial Osmose pour la qualité de vie de nos agents, mais il va accueillir ses premiers agents à l'automne. On a commencé à moderniser notre cité Henri Berger rue Tissot et notre implantation rond-point de la Nation. Dans le même temps, on a décidé, vous le savez, d'accélérer le plan de soutien et de rénovation des bâtiments qui sont installés sur l'ensemble du département de la Côte d'Or, aussi bien centre routier, espace solidarité de Côte d'Or. On a plus de 250 opérations d'investissement qui sont programmées dans le cadre du plan de modernisation bâtimentaire. On le voit aussi d'améliorer aussi les conditions, améliorer les conditions du travail, mais aussi vous le voyez bien avec les aspects de canicule, il faut aussi que nos bâtiments soient adaptés. Et donc, dans le même temps, vous l'avez vu, on investit pour le bien-être de nos agents et pour la qualité de vie au travail. Et puis, dans le même temps, on va céder, on réorganise nos services. Et on a déjà cédé plus d'1,3 million de bâtiments. On va continuer. Hein. Notamment, on vient de céder l'ancien ESCO de Beaune, hein, monsieur le maire, conseiller départemental, l'ancienne gendarmerie de Nuit-Saint-Georges, qu'on a revendu, et puis on va continuer, et on estime qu'on aura la possibilité de revendre à peu près 14 millions à 15 millions d'euros d'actifs qui nous permettront de faire des économies d'énergie, notamment, et de travailler à la qualité de vie et de la qualité de vie au travail. Bon, troisième sujet dans l'investissement, c'est le sujet on va mettre un peu plus d'argent aussi pour les communes, parce qu'évidemment, nous avons une relance de l'investissement dans nos communes qui est en train de se faire après les élections municipales. Il y a des programmes qui avaient été mis en stand-by. Et donc, pour soutenir l'investissement structurant, on va remettre 2,2 millions pour soutenir l'investissement communal. Vous le savez, j'ai reçu les maires récemment. J'y reviendrai. Au circuit de Prenois. On va avancer fortement dans le domaine de l'eau. Hein, et je vous propose, c'est sans doute l'un des programmes les plus importants depuis le déploiement du très haut débit. Hein, l'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau, je dois vous dire que c'est dramatique. Et nos habitants n'accepteraient pas l'idée qu'on ait été imprévoyants face au changement climatique
Et donc, nous serons aux côtés des syndicats. On ne va pas se substituer à eux, je le redis. Et donc, on a une autorisation de programme, écoutez-moi bien le chiffre, c'est pour ça que je vous dis que c'est aussi important que le trop débit. On a une autorisation de programme de 63 millions d'euros. Et puis, on aura pratiquement 700 000 euros de crédits d'études et de crédits qui sont déjà inscrits pour démarrer sans plus tarder les programmes majeurs des Mailly et de Grosbois. Les syndicats mixtes, c'est la production d'eau qui va permettre d'assurer, je vous le rappelle, d'assurer pratiquement la sécurité d'approvisionnement en eau pour plus de 50% des communes. Je profite de l'occasion pour féliciter les 2 présidents de syndicats mixtes qui ont été créés dans cet objectif. D'abord, Martinet Abdupin, qui a pris le président du syndicat mixte de Grosbois. Et puis pour les Mailly, c'est Sébastien Sordel qui a donc été élu, et je leur adresse mes remerciements et mes félicitations. On aura 5 millions d'euros supplémentaires sur nos routes, notamment pour faire face aux dégradations climatiques exceptionnelles de l'hiver dernier. Et disant cela pour les routes, quand j'ai reçu les maires, je leur ai dit que notre intention, c'était bien de continuer de travailler avec eux et de les accompagner. C'est notre choix politique, c'est un choix politique que j'assume, c'est d'être aux côtés des communes, aux côtés des habitants, pour travailler faire en sorte qu'on puisse continuer d'équiper la Côte d'Or, que chacun se voit un avenir, elle a choisi de vivre. C'est simple, c'est notre dans les quartiers comme dans les campagnes. On va continuer d'investir aussi, et pour terminer, dans les stratégies du futur, le numérique et l'intelligence artificielle. Vous savez qu'on va poursuivre ce développement de l'IA au sein du département et en direction des communes et des Côtes-d'Oriens. Une IA que je souhaite souveraine, et j'insiste, respectueuse des libertés, maîtrisée par le département. Et je voudrais vous redire que nous travaillons en étroite relation avec la Commission nationale informatique et liberté, dont j'ai revu encore la présidente la semaine dernière à Paris, et qui nous accompagne fortement pour que soient bien assurées les libertés locales, et nous en sommes le garant. J'ai rencontré le président de région, Jérôme Durin, avec mes collègues présidents des départements et présidentes des départements de Bourgogne-Franche-Comté. On évoquait notamment le sujet de l'IA. Je le répète, on est en compétition avec personne. On n'est pas en compétition avec l'ARNIA. On se situe dans un autre domaine on est allé beaucoup plus loin. Et on voit beaucoup plus loin, puisqu'on protège de la donnée jusqu'à créer un chatbot pour les maires, c'est-à-dire qu'ils pourront avoir, comme vous êtes sur Mistral ou autre, ils vont pouvoir avoir accès à toutes les informations, simplement poser leurs questions. On leur a présenté ce chatbot, donc vous voyez jusqu'où on va. On se situe, on est ailleurs, on est dans une perspective là de service global à la commune et à ses habitants. Donc nous sommes convenus, et ça c'est l'information que je voulais vous donner, avec le président de région, nous sommes convenus que les départements conservent la main sur ce sujet majeur pour nos communes et l'avenir de nos territoires. C'est un peu comme un esprit start-up, c'est-à-dire tout le monde travaille et innove, et puis ensuite on partage les compétences et les savoir-faire. Donc cet esprit start-up, les départements sont beaucoup plus agiles à le porter que des immenses régions, et ça chacun en a bien convenu. Voilà. D'ailleurs, on avait une demande de composition d'une commission. Moi, je ne vais pas créer de commission supplémentaire, je m'en expliquerai avec vous à huis clos, puisque c'est du fonctionnement interne. Mais ce que je vous propose en revanche, c'est que je ferai une réunion de travail, ici même avec l'ensemble des conseillers départementaux, toute une matinée, consacrée à l'IA, qu'on puisse répondre à toutes les questions. Et puis, c'est la commission de Charles Barrière qui est en charge de ces sujets. Donc, cette commission sera ouverte à tous. Dès qu'il y a un sujet concernant l'IA, évidemment, tout le monde sera informé qu'il y a un sujet IA dans la commission. Donc, on ne va pas refaire de l'administration, recréer de l'administration. À un moment où on cherche des économies à limiter, vous m'avez compris. On ne va pas recréer de l'administration au moment où on veut en limiter
l'exercice à son stricte nécessité. Voilà. Donc, pour terminer, l'an dernier, j'insiste sur la sincérité de nos comptes. Vous le verrez dans le CFU, j'avais annoncé plus de 100 millions d'investissements. Eh ben, les investissements ont été réalisés 100,3 millions. Et je trouve que la sincérité des comptes, c'est rendre service à la démocratie. Voilà ce que je pense profondément. Et que les habitants savent que lorsqu'on engage un propos ou lorsqu'on engage une politique, eh ben, ils peuvent avoir confiance dans le fait qu'elle sera réalisée. Voilà. 100,3 millions d'investissements, c'est pratiquement un demi-milliard d'euros de travaux qui ont été réalisés dans le département. Je vous laisse imaginer la portée. Et donc, c'est un soutien direct à l'entreprise, puisque je vous rappelle que 85% des travaux sont faits par des entreprises cordoriennes. Puis vous savez, dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit, c'est la meilleure réponse qu'on a apportée aux vendeurs de peur qui nourrissent les populismes. Je répète, les vendeurs de peur qui nourrissent les populismes. Donc nous, on pilote avec justesse, c'est pas faire moins, je le répète, c'est faire mieux, puis c'est éviter de se retrouver dans la situation de départements qui aujourd'hui sont face à un mur, voire même quasiment en faillite. Et donc moi, je préfère la préparation à ces événements qu'on traverse plutôt que de les subir les éléments, subir les événements avec des ruptures de services et des licenciements à la clé. Voilà, chaque euro doit être utile. Ça veut dire évaluer nos politiques, éradiquer les tâches administratives, fastidieuses, répétitives, et puis qu'on puisse se consacrer de manière engagée à l'essentiel, c'est-à-dire à l'accompagnement des plus fragiles et le soutien à l'activité. Enfin, je vous disais faire mieux, pas faire moins, faire mieux. Vous en avez une illustration aujourd'hui dans notre session, puisque vous avez vu que pour les bourses, on a développé en interne, j'insiste, on a développé en interne une application visant à automatiser l'instruction des bourses aux collégiens et aux apprentis. Et on a substitué en quelque sorte à la logique du dossier administratif une exploitation directe de l'ensemble des données partagées par l'Éducation nationale, la CAF ou la DGFiP, ce qui veut dire que pour les bourses scolaires qui concernent des milliers de personnes, une demande qui, hier, nécessitait d'envoyer 8 documents, vous voyez, quand je dis faire mieux, ça nécessitait d'envoyer 8 documents, et pour nos agents, des semaines de travail incompressibles, d'instruction. Aujourd'hui, avec une connexion et avec notre application, en 2 minutes, les parents vont pouvoir savoir et connaître la décision d'attribution. 2 minutes. Donc c'est un progrès. Voilà la matérialisation concrète de ce que peuvent apporter les outils du numérique et de l'IA. Et donc c'est une réponse claire et efficace. Voilà. Et puis enfin, vous verrez d'ailleurs qu'on a 2 rapports de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes, que je vous invite à lire avec attention. On a eu de grands débats ici sur la légumerie, notre politique alimentaire, le fait qu'on ait aussi à Périgny notre pôle maraîcher, etc. On a eu beaucoup de débats ici, mais en tout cas la Chambre régionale des comptes vient dans le rapport de souligner la qualité du travail que nous avons fait en matière de restauration, la qualité, je dis bien, du travail que nous avons engagé. On est en matière de restauration scolaire et d'alimentation durable, je vais vous citer simplement les conclusions du rapport, qui saluent la qualité, la cohérence, l'efficacité de la politique départementale en matière d'alimentation et de restauration scolaire. Donc je vous laisse en apprécier. Et puis aussi sur les ressources humaines. Moi, vous savez l'attachement que je porte au dialogue social. Je pense que quand les temps sont compliqués, il n'y a qu'avec un dialogue social et avec une volonté de travailler au bien-être de nos agents qui ne doivent pas subir les transformations, mais au contraire se préparer à ces transformations et doivent être accompagnés dans ces transformations. Donc, il y a un rapport sur nos ressources humaines, politique de gestion des ressources humaines, et ils ont noté que sur la promotion interne, l'amélioration de la qualité de vie au travail,
le recrutement d'apprentis. On retrouve tout ça lors du jour de notre session. Et donc, on a un rapport, là aussi, qui salue le travail que nous avons eu en matière de ressources humaines. Notamment, je suis très fier que le rapport mette en avant la priorité que nous avons donnée à l'équilibre, à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Vous savez que ça a été le combat, un des combats de ma vie, l'égalité homme-femme, ma vie politique, et y compris dans mes responsabilités ministérielles. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. En tout cas, que la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes nous parle d'actions innovantes. Et ben voilà, c'est une confirmation que ce département est décidé à une chose, c'est de continuer de préparer notre avenir et de ne pas avoir à le subir, mes chers collègues. Voilà le sens et la portée de ce budget supplémentaire.